elles étaient là. Le jour où tout a basculé, elles étaient là. Elles sont les seuls témoins de ces exploits. Les montagnes, ces montagnes, seules survivantes de ces histoires. Pour eux, il s'agit de pas seulement donc de regarder, mais de monter. Il y a une fascination pour ce monde étrange, pour la beauté des montagnes, pour l'étrangeté et la beauté des montagnes. C'est-à-dire que c'est le mythe de l'inaccessibilité qui tombe. La célébration de 1865, c'est la célébration d'un héritage. 1865, une année déterminante dans l'histoire de l'alpinisme. Le 14 juillet, une voie sur le Cervin est ouverte par Whymper, Crowe et leur équipe. Le 15 juillet, une arête du Mont Blanc, l'éperon de la Bremva est ouverte par la cordée de Moore. De ces deux événements, seuls les écrits des grimpeurs et le témoignage des montagnes nous est resté. Il est dit qu'au cœur de ces massifs, celui qui tend l'oreille entendra l'écho de ces hommes qui ont surmonté l'impossible. Écoutez-les relater la tragédie et l'exploit qui ont secoué cette année 1865. À mesure que je me familiarisais avec le cadre de cette chaîne de montagnes passionnante, l'aventure me tentait sans cesse davantage. Tout n'a pas commencé en 1865. Avant cette année-là, les populations locales parcouraient déjà les montagnes. On y allait plus par obligation. À la fois, c'était les chasseurs de chamois et puis les cristalliers. Et les cristalliers, eux, ont beaucoup couru la montagne parce que ces cristaux, ensuite, ils pouvaient les vendre. Donc les cristalliers de Chamonix, une fois qu'ils avaient récolté leurs cristaux, ils allaient soit à Genève, soit à Milan, dans les tailleries, pour vendre leurs cristaux. Ces cristaux étaient taillés et par exemple, il y a des lustres du Vatican qui sont faits avec des cristaux du massif du Mont Blanc. Donc ces gens-là, ces cristalliers et ces chasseurs de chamois, naturellement, ont été les premiers sollicités quand des touristes sont arrivés dans la vallée, non pas pour faire de l'alpinisme, mais pour monter, par exemple, jusqu'au Montanvert, en haut de la mer de glace. Et donc ça, c'est la période que l'on peut dater 1741, les premiers touristes à Chamonix. Les premiers visiteurs de la vallée étaient très impressionnés, non pas pour les montagnes, qui étaient tout là-haut et qu'on sentait inviolables, impossible d'y aller, c'était magnifique, mais par contre, ce qui était très impressionnant, c'était les glaciers du massif. Ces glaciers
glaciers qu'on peut voir un peu derrière nous, qui sont à peu près 1000 mètres au-dessus de la vallée. Mais à l'époque, ils étaient en bas dans la vallée, prêts à couper en deux cette vallée. Et ça a beaucoup impressionné, à tel point que les 2 premiers Anglais qui sont allés jusqu'au Montanvert ont appelé ce qui était ce glacier des bois, la mer de glace. Et ça a été, je dirais, on va employer un terme d'aujourd'hui, un coup marketing absolument extraordinaire. La mer de glace, aujourd'hui, ça reste encore un nom qui sonne particulièrement bien. Et puis petit à petit, les touristes sont arrivés de plus en plus nombreux. Et puis c'est là où les scientifiques ont commencé à jouer un rôle important, parce qu'on était en pleine époque de la découverte scientifique et il fallait qu'on puisse aller en montagne pour faire corroborer les travaux que l'on faisait dans son cabinet. Et c'est là que le Genevois Horace Bénédicte de Saussure, qui est un peu l'inventeur de la géologie moderne, est arrivé à Chamonix en 1760, il a vu le Mont Blanc, et il a dit « je vais donner une prime à celui qui va découvrir la voie du Mont Blanc ». Et c'est finalement deux jeunes de Chamonix, Jacques Balmat, qui était cristallier, et Michel Gabriel Paccard, qui était le médecin, qui sont allés au sommet du Mont Blanc en 1786. Et là, c'était vraiment le déclic. L'ascension du Mont Blanc a une résonance européenne et a attiré de nombreux touristes. Un passionné d'alpinisme, Gilles Modica, a publié un livre, Les 150 ans de l'alpinisme, aux éditions Guérin. Ainsi, il relate ce nouvel engouement pour les montagnes. À partir de 1840-1845, il y a une espèce d'élan sportif vers les montagnes. C'était d'abord une fascination d'artistes, et puis ensuite une fascination aussi d'une curiosité de voyageurs, et de plus en plus, il y a une traduction, sportive, dynamique, c'est-à-dire que pour eux, il s'agit pas seulement donc de regarder, mais de monter. Et là, les Anglais, ils ont à la fois le moral et une condition physique qui est relativement exceptionnelle pour l'époque. Ce sont des gens donc de l'establishment, des gentlemen, comme on disait, des gens comme il faut. Souvent, donc, pendant leurs études, ils faisaient partie donc, d'équipes d'aviron à Oxford, à Cambridge. Il y avait des compétitions d'aviron qui leur donnaient donc, des bras, du coffre, donc la musculature supérieure. Et ensuite, c'était des grands marcheurs. La marche en Angleterre, dès le XVIIIe siècle, c'était un sport à la mode en fait. Lorsqu'on prend l'un des conquérants les plus emblématiques, le plus connu en tout cas, c'est Whymper. C'était un type qui était capable donc, de faire dans son week-end, à l'âge de 20 ans, de 60 à 70 km dans la campagne londonienne. L'autre, qui est aussi connu, Charlottesville, parce qu'il est mort au Cervin, il a fait donc le Mont Blanc Sanguine en 1855. Il avait fait un aller-retour Saint-Gervais-Genève en moins de 24 heures, entièrement à pied, ce qui fait quand même 132 km. Donc lorsqu'ils se sont retrouvés par exemple face à des obstacles relativement mineurs comme la voie normale du Mont Blanc, qui demande surtout de l'endurance, d'une certaine manière ils se sont promenés. Alors ils ont trouvé sur place des guides, bien entendu, mais en même temps, ils étaient pratiquement à armes égales avec les guides. Pas du tout au niveau, donc, pour le flair, pour le sens de l'orientation, pour la compréhension, en particulier du temps, mais d'un point de vue physique, ils étaient déjà prêts. Des fois, ils précédaient même leur guide, ou c'était même eux-mêmes qui poussaient leur guide. La fatigue corporelle et le sens de la beauté du paysage sont entièrement incompatibles. Avant 1865, on grimpait beaucoup. Il y avait peut-être dans les Alpes, il y avait déjà, 80, 100 sommets qui avaient été réalisés. 1865, c'est une date qui est marquante parce que c'est une année absolument flamboyante au cours de laquelle il y a eu 81 premières ascensions sur l'ensemble des Alpes et avec quelques sommets majeurs. Et 1865, c'est à la fois la fin d'une période, donc qui est la période de conquête des sommets,
et on passe à une période en 2 jours, à une période de conquête des grandes faces et des grandes arêtes, où on grimpe non pas pour atteindre un sommet inviolé, mais pour le plaisir de découvrir et d'ouvrir de nouvelles voies. Et surtout, 1865, c'est l'année qui a été marquée par le premier très grave accident en haute montagne, le Cervin. Donc on peut dire que c'est presque la fin d'un alpinisme insouciant, et c'est aussi le lendemain, comme par hasard, l'ouverture d'une grande voie dans le massif du Mont Blanc, qui lui était déjà vaincu depuis presque 100 ans, d'une grande voie à l'envers du Mont Blanc, extrêmement difficile, qui marque le début d'un alpinisme plus sportif. Quand encore toute attraction dans les Alpes suisses serait épuisée pour nous, il y demeure et demeurera, nul ne sait combien de temps encore, le Cervin invaincu et apparemment invincible. C'est en 1865 que s'effectue la première ascension du Cervin. Ce sommet, de 4478 mètres d'altitude, est situé sur la frontière italo-suisse. Une cordée, composée de 7 alpinistes, décide de réaliser l'exploit de la gravir. Whymper, un alpiniste anglais chevronné de 25 ans, se lance dans cette aventure. Son objectif est de vaincre ce sommet, qui semble inaccessible. Il a déjà de nombreuses premières ascensions à son actif, et celle-ci ne lui fait pas peur. Whymper, à tout point de vue, c'était un personnage donc avec de l'ambition, beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie, et qui aura à tout point de vue donc marqué durablement, et je pense en particulier à cause de ses souvenirs, de ses escalades dans les Alpes, ce qui explique effectivement peut-être cette mention là, en particulier auteur, donc écrivain, explorateur et alpiniste. Le jeune Douglas Haddo, âgé de 19 ans, fait aussi partie de cette cordée. Il a très peu d'expérience dans l'alpinisme. Il accompagne Lord Douglas, 18 ans, parent de la reine Victoria, et le révérend Hodgson, 37 ans, personnage très respecté de cette époque. Ces alpinistes anglais ont choisi 3 guides pour les aider dans cette aventure. Michel Cros, un grand ami de Whymper et guide de Chamonix, à 35 ans déjà, il est considéré comme le prince des guides. 2 autres personnages font partie de cette cordée, Peter Togwalder père et fils, guide de Zermatt. Au Cervin, les choses se précipitent. Il y a la concurrence, elle vient de tous les côtés. Et Whymper va s'associer avec un autre Britannique, Lord Douglas. Et il était avec un guide de Zermatt qui s'appelait Peter Togwalder. Donc il passe sur Zermatt pour tenter l'arête du Hurley, qui a été fort peu tentée, puisque les alpinistes avaient identifié que cette arête était plus difficile que l'arête italienne. L'histoire montrera que c'est le contraire. Mais sur l'arête italienne, il y a le fameux guide italien, Jean-Antoine Carrel. Carrel est déjà engagé par une équipe de jeunes politiciens italiens qui veulent faire de la victoire sur le Cervin, la première ascension du Cervin, un événement emblématique de l'État italien naissant. À Zermatt, effectivement, il va tomber sur une équipe concurrente. Et cette équipe concurrente, qui est menée par un grand alpiniste anglais, le révérend Charles Hodgson, est guidée par Michel Cros, le guide, et pas seulement guide, c'est son ami, c'est l'ami de Whymper. Et on voit très bien dans les écrits de Whymper qu'entre Michel Cros et lui, il se passe quelque chose qui va au-delà de la relation guide-client. Et ils vont décider, Douglas et Whymper, de proposer à la caravane Hodgson de faire cause commune. Et c'est ainsi que les 2 cordées vont s'unir. Ça va faire une équipe assez lourde de 7 personnes. Bien qu'ils aient parmi eux un jeune alpiniste qui s'appelle Monsieur Haddo et qui est un bon ami du révérend Hodgson.
Les 7, ils ont passé la nuit dans cette région-là. Et le matin, entre 3 et 4 heures, ils sont montés jusqu'à l'épaule, assez vite. Et là, dans cette partie-là, le terrain change un petit peu. Et là, tu as des murs assez raides, tu as de la glace, de la neige. Et c'est pour ça qu'ils ont mis une corde. Et après, ils ont passé le parti délicat. Et ici, peut-être 70 mètres avant le sommet, Whymper a coupé la corde et il est monté beaucoup plus rapide que les autres sur le sommet. Heureusement ou malheureusement, ils font la première du Cervin. Et c'est à la descente qu'ils vont avoir un accident fondateur pour l'alpinisme, puisque Hadot va glisser, il va bousculer Michel Cros qui est en tête de cordée à la descente, qui montre le chemin. Derrière lui, il y a Hudson, il y a Lord Douglas et Peter Taugwalder qui tient la corde, mais la corde va casser. Donc il va rester Peter Taugwalder le père, Peter Taugwalder son fils, qui est venu donner un coup de main, et Whymper. Donc 4 morts. Ils sont précipités dans la face nord du Cervin. Bon, c'est une catastrophe absolue. C'est un accident horrible. Hein. Après 1000 mètres de chute à travers la face nord, ce sont des restes qui vont retrouver au pied. Et à Zermatt, ça va être la grosse question, puisque c'est le début du tourisme, c'est le début de l'activité des guides, et cet accident risque de porter ombrage à ce tout nouveau développement économique. Les montagnes gardent en elles le terrible souvenir de cette catastrophe. Le drame du Cervin resta gravé dans les mémoires. Une question secoua la population. Que s'était-il réellement passé? Était-ce un accident? Une faute humaine? Ici, on voit la corde qui est responsable pour la chute. Ils ont testé la corde et ça supporte un poids de presque 300 kg avant de rompre. Et s'il y a 4 personnes qui commencent à glisser, ça ne suffit pas, ça ne tient pas. Et finalement, c'était la corde qui était cassée et responsable pour la chute de les 4. Alors ici, on voit le matériel qu'ils ont trouvé à côté des corps en bas sur le glacier. Et il faut bien noter et réaliser ou bien comparer les deux chaussures là. Ici à gauche, on a les chaussures de M. Douglas et on voit il y a des clous sur le sommet là. Et à droite, il y a le chaussure de M. Hadot. Et on voit, il n'est complètement pas clouté là. Ça veut dire avec une chose, ça c'est une vraie chaussure alpinisme. Et celui-là, avec une chaussure comme ça, on peut aller à l'église le dimanche matin. C'est pas une bonne chaussure pour faire pour grimper. Matthias Taugwalder, le descendant des guides Taugwalder, cherche encore aujourd'hui des réponses à toutes ces questions. Je me demandais qu'est-ce que sont les faits, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire après 150 ans. Et là,
Il y a l'effet de l'accident. Alors ça veut dire il y a une interrogation et puis le juge après a eu la conclusion que personne a une responsabilité. Mais après c'est quelque chose de différent que les médias font de cette histoire et aussi la version Wimper devient très, très prominente. Peter Taugwalder fils a écrit une lettre environ 50 années après la première ascension où il raconte sa version de l'histoire. La différence entre les deux histoires, c'est que Wimper dit que les Taugwalder ont eu des problèmes dans la descente et il aussi dit jusque dans une lettre qu'ils ont voulu essayer de lui tuer et des choses comme ça. Et Peter Taugwalder fils dit dans sa lettre alors nous avons sauvé la vie d'Edward Wimper et maintenant il raconte des choses qui ne sont pas vraies. Et puis je pense que la réalité à la fin c'est quelque chose entre les deux versions, je pense. D'aujourd'hui, si on regarde cette toute histoire, la cordée et l'histoire et tout ça, c'est clair qu'un accident est arrivé. Je pense que les gens à Zermatt savaient toujours qu'il était un accident, mais aussi le tourisme était en train de commencer. Et puis je pense aussi que c'était une chose qu'on n'a pas voulu des problèmes avec les touristes de l'Angleterre. Wimper dans ses lettres fait des accusations et aussi dit que c'était la responsabilité de Peter Père, l'accident et tout, mais à la fin c'était un accident. Je pense que les gens à Zermatt toujours savaient qu'il était innocent et pas responsable de l'accident. C'est toujours ceux qui sont sur le sommet le premier, ils ont le grand nom, mais dans le Zermatt, même aujourd'hui, il y a encore des gens qui font des grandes choses. Les frères Antematten de Zermatt qui grimpent vraiment toujours des routes nouvelles, très très difficiles. Et la première femme qui a grimpé le Cervin, Lucy Walker, il y a les premières qui ont grimpé le Cervin, la face nord, les frères Schmidt. Alors toute une ligne des grands alpinistes qui ont fait des trucs merveilleux et reconnaissants au Cervin et aussi autour du Cervin. La plus formidable arête de glace que j'ai jamais vue. Très étroite, elle s'étendait à l'horizontale sur une distance plutôt inquiétante. L'éperon de la Bremva est sur le versant italien du Mont Blanc. La cordée qui a ouvert cette voie est menée par Moore. Cet alpiniste anglais de 24 ans est un des pionniers les plus renommés de cette époque. Il est ami avec Wimper. Mais lorsqu'il réalise l'exploit sur la Bremva, il ne sait rien de la catastrophe du Cervin. Moore est accompagné de George Matthews et d'Horace Walker. Ce dernier, un bon ami de Moore, a partagé avec lui ses premières ascensions de 1865. Frank Walker, père d'Horace Walker et de Lucy Walker, participa aussi à cette première. Cette cordée de 6 personnes n'était accompagnée que de 2 guides, les cousins Anderug. Il y avait Jacob Anderug et Smoosgehen, c'est-à-dire le fonceur, et le prudent, c'est-à-dire Melchior Anderug, qui disait « Es geht, but ich gehe nicht », c'est-à-dire « ça passe, mais moi je n'irai pas » en fait. C'est-à-dire donc la prudence.
La prudence est une forme de modestie, parce qu'en fait, un guide, un gentleman peut très bien vous mettre au défi, et disons, par une espèce de piqûre d'amour-propre, le guide peut être amené à prendre des risques exagérés par rapport à ses capacités. Donc Melchior Anderegg est resté célèbre justement pour cette capacité, donc sa modération, sa prudence et sa capacité à dire non. Le lendemain de la première ascension du Cervin, il se passe ici, dans le massif du Mont Blanc, une ascension fantastique. C'est la première ascension du Mont Blanc par l'éperon de la Brinve. L'éperon de la Brinve, c'est sur le versant italien, c'est sur le versant est du Mont Blanc. C'est une face qui fait 1300 mètres de haut. C'est un chaos de séracs, d'arêtes, de couloirs. Et il y a un Anglais, Adolphus Warburton Moore, qui en rêve depuis des années. Il tourne autour. Il veut faire une voie depuis Courmayeur par cette face. Et un beau jour, en traversant le Mont Blanc, il dit à son guide, on va aller voir à droite. Je voudrais bien voir cette face est du Mont Blanc d'en haut. Et là, qu'est-ce qu'il découvre? Une arête de neige qui lui paraît relativement sourde, puisqu'elle se détache nettement de la grande face. Et donc, ils vont partir le 14 juillet 1865. Ils vont bivouaquer au pied de cette face, là-bas, et puis ils vont réussir un truc phénoménal. C'est Melchior qui va trouver le chemin à travers le glacier de la Brinve qui est très chaotique. Et puis, c'est Jacob qui va commencer à mener la cordée dans l'éperon de la Brinve. Et ils vont arriver à un moment sur une arête horizontale de neige comme ça, et vraiment aiguë. Et Jacob, il est, encore une fois, ils sont 6, donc le dernier, il est loin derrière. Jacob, il ne se pose aucune question. Dès que Moore, qui est derrière lui, arrive, il le fait mettre à califourchon sur l'arête. Et puis bon, Jacob, il part au début un peu en taillant des marches, après il se remet à califourchon, etc. Et Melchior, quand il arrive, là, il dit « Oh là, c'est quoi ça ?» Et Moore écrira « Heureusement que c'était Jacob qui était devant, parce que Melchior aurait posé la question aux autres membres de la cordée, qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop dangereux, là, ce coup-là? Surtout qu'on ne fera pas le chemin inverse. » Il est arrivé et il a dit, bon, il a fait asseoir tout le monde, parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire. Il n'a pas pipé mot, il a laissé Jacob traverser, après tout le monde a traversé comme ça, à califourchon sur l'arête. Et Melchior dit, bon, eh ben maintenant, il faut que ça marche parce qu'on ne peut plus faire demi-tour, on ne peut plus redescendre. Et il va prendre la direction de la cordée parce qu'on imagine qu'il se dit, bon, les bêtises à Jacob, ça va bien, hein. Maintenant c'est moi qui commande. Et c'est lui qui va faire la sortie de l'éperon de la Brinve, qui trouvera le passage dans les séracs sommitaux. Et puis, bon, ils font cette première sensationnelle. Et donc, cet éperon de la Brinve, ça a fait basculer l'alpinisme vers des choses beaucoup plus engagées, beaucoup plus techniques.
Tailler les marches n'était plus possible, et Jacob se contentait de couper le sommet de l'arête. C'est effectivement l'aboutissement d'une décennie donc, de conquête, mais pas seulement l'ascension de sommet vierge, car déjà en 1865, on s'intéresse aux arêtes ou aux faces, aux arêtes ou aux faces vierges. L'ascension de l'éperon de la Brava sur l'envers italien du Mont Blanc, c'est une ascension extraordinaire d'un point de vue technique. Ils partent, il n'y a rien, c'est une face entièrement vierge. Ils ont découvert un éperon, mais un éperon qui est partiellement protégé des chutes de Sérac. C'est une grande face, il y a plus de 2000 mètres de glace. Depuis Courmayeur, c'est un énorme dénivelé, ça fait plus de 3500 mètres, ce qui est immense. Et ça, c'est donc extraordinaire, parce que là, on est le 15 juillet 1865, on est au début de l'alpinisme proprement dit, au début du jeu, donc, du noble jeu, entre guillemets, et là, ils ont déjà un niveau technique, ils ont déjà un moral, une capacité donc, à s'engager, à s'engager dans des grandes parois qui nous semblent, nous, maintenant extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'on a énormément d'instruments, d'outils qu'ils n'avaient pas. On a des secours, on a des refuges, on a des topoguides, on a des explicatifs, on a le téléphone portable, on a une flotte d'hélicoptères en état d'alerte, à la fois à Courmayeur sur les deux versants et à Chamonix. Et on est un peu, pour moi, c'est l'un des plus grands exploits, sinon peut-être le plus grand exploit de l'histoire de l'alpinisme. 1865, l'année de l'âge d'or dans l'histoire de l'alpinisme. Elle fut secouée par la tragédie du Cervin. Mais des exploits, tels que celui de Moore et son équipe sur l'éperon de la Bremva, ont permis à l'alpinisme de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Cet âge d'or ne fut pas seulement marqué par des exploits masculins. Les femmes ont aussi participé à son apogée. In actual fact, the Golden Age starts in 1854, and it started because of Alfred Wills' climb of the Wetterhorn, which was the fifth ascent, not the first ascent of a mountain. That same year, the third female ascent of Mont Blanc was made by a Mrs. Hamilton. And in fact, she did it about a few weeks before Alfred Wills, and yet there's no mention that this might also have been included in the Golden Age. It's not true to say that the Golden Age was only a Golden Age of men. There's another story to be told. I think it's a very difficult thing to say what anyone's motivation is, but certainly Hamilton went with her husband, and Lucy Walker, of course, went with her family. But you can start climbing with your family, but you don't actually have to carry on. And I'll be talking a bit more about that, it opened another way of life for them. The way they could behave, the way they could dress in the Alps, opened a whole new world, how they used their body differently. At that time, medicine was saying to women, it's dangerous for you to do strenuous activity. You can't become a good mother. You can't become a good wife if you're expending all this unnecessary energy on climbing, for example. But nevertheless, people like Lucy ignored that and carried on. And then only a little later on, we have people like Emily Hornby, who went completely by herself. And she was out on the mountain. She was the only woman in groups of men. She had her guides and porters. So what was her motivation? She must have just loved the mountains, I think. L'indescriptible beauté du matin m'inspira une profonde envie de contempler le monde du haut du Mont Rose.
When I first studied it, I thought I was going to see that the men did not want the women at all. But it's much more complex than that. Some men, like Leslie Stephen, thought mountaineering was a way to display his masculinity, and it was very much for men, and women should be at home. But others, like Frank and Horace Walker, obviously welcomed women like his sister and daughter climbing. And there were many married couples who climbed together. Many people like Douglas Freshfield met his wife climbing. So there was this curious mix of some families really embracing mountaineering, men and women together, but there was a definite cohort of men, upper middle class men who'd gone to public school, who really wanted to keep the Alps for themselves. I think Catherine Richardson, she was the first person to go across the Aiguille de Bionnassay Ridge, which many men had attempted before. She was the first person, male or female, to climb La Merge from La Barade without sleeping out. Similarly, she did the Écrin, also direct from La Barade. She was the first person to climb both peaks of the Dru, and the men's group then got benighted, but she was so fast she was back in the hut by then. She had to stop on a couple of occasions to allow her guide to rest. For many people, like Lucy Walker, and Margaret Jackson, they had a very good and close relationship with their guides and often used the same one year on year. Lizzie Leblanc also tended to use the same year on year. But most women used lots of different guides. The first ascent of the Matterhorn by Lucy Walker in 1871, and you're quite right, yes, there was a lot of rivalry between them, friendly rivalry, but definitely rivalry. It's rumoured that Brevoort was planning the Matterhorn. Melchior Anderegg got wind of this, and so Lucy Walker climbed it in advance of Mette Brevoort. Brevoort, of course, then climbed it, or did the first traverse of it, only a week or so later. She writes in a letter to her sister that Lucy Walker had tried the Dent Blanche, but had to give up because she was unwell. And again, she underlines it. And then, literally, sort of about a few weeks later, Brevoort becomes the first woman on the Dent Blanche. Lots of the women write of a sense of freedom. Some of them write, I felt like a boy. And it was this complete revelation of this completely different way of life. And I think that is something which has been really hidden up until now. It's not been shouted at. The history of climbing has been written by men, mainly about men. Women's experience is very different because their expectations of the women were very different. So the knowledge that came of what their bodies were capable of, I think, is something that needs to be stressed. Finalement, on se pose toujours la question, pourquoi allait-il grimper? Mais finalement, il suffit de penser que c'était tellement beau, tellement émerveillant pour des types jeunes. Et ben donc, il y avait cette espèce d'élan, cet élan du cœur qui se transformait. Donc,
ce désir, cet appétit de sommet et de contempler justement la beauté du monde du haut d'un sommet vierge, encore vierge. Et c'est pour ça, pourquoi les montagnes, pourquoi l'alpinisme? Alors bon, il y a des réponses qui sont amusantes, celle de Mallory, donc, l'un des explorateurs en Himalaya, donc sur l'Everest, qui disait parce qu'elles sont là. On lui disait pourquoi l'Everest, il disait parce qu'il est là, parce que les montagnes sont là. Pourquoi les montagnes, pourquoi l'alpinisme? C'est pas seulement parce qu'elles sont là, c'est parce qu'elles sont belles et qu'il y a un dynamisme dans la forme des montagnes qui peut être communicatif, quoi. Il y a une espèce de contagion, je dirais, il y a un côté magique. Et ce dynamisme se communique à l'homme et il y a une espèce d'aspiration vers le haut. À partir de 1865, la curiosité des montagnes est de plus en plus présente. La population arrive en masse pour les découvrir. Seulement, les petits villages de haute altitude comme Zermatt doivent s'adapter à ce tourisme naissant. Depuis là, on voit vraiment que Zermatt est devenue une station connue grâce à cette première association, malheureusement aussi grâce à cet accident. Et de là, on voit que le tourisme a évolué. On a reçu de plus des hôtels, les guides, ils ont reçu plus de travail, ils ont pu monter au Cervin, sur les autres montagnes, et la population a grandi depuis 1865. Aujourd'hui, Zermatt est une des plus grandes stations autour de l'Europe ou bien autour du monde. Et il y a beaucoup de gens qui viennent à Zermatt, ils disent « je dois être une fois à Zermatt », mais quand on est une fois à Zermatt, on revient et on revient. Les premières ascensions, c'était l'aventure. C'était pour dire j'étais là sur cette montagne extraordinaire. Et en ce temps-là, on a eu gagné de l'argent avec les touristes riches. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent « je veux y monter ». C'est clair, on paye aussi, mais la motivation n'est pas la même. Aujourd'hui, on monte, oui, on était sur le Cervin, une chose prestigieuse, et en ce temps-là, c'était l'aventure extraordinaire. Dans les racines, Zermatt est resté un petit village alpin, suisse alpin, avec des racines qui viennent certainement paysans alpins, mais aussi de l'alpinisme, les premiers grimpeurs qui sont montés d'ici. Le village de Zermatt est situé en Suisse, mais le tourisme est aussi développé dans les villages français, comme Chamonix. L'alpinisme, ça a été le point de départ du développement touristique. Il y avait déjà des gens qui venaient à Chamonix pour voir les glacières de Haute-Savoie, comme on disait, qui montaient un petit peu sur les montagnes, qui prenaient avec les mulets, qui allaient au Montanvert, voir la mer de glace. Il y a une hôtellerie qui va se développer, il y a d'autres métiers comme les conducteurs de mulets pour emmener les gens, etc. Ça va générer toute une économie qui va changer la vie des pays. La première compagnie de guides, c'est la Compagnie des guides de Chamonix, qui a été créée en 1821. Et elle a été créée dans des circonstances particulières à la suite d'un accident. En 1820, il y a eu un gros accident sur la voie normale du Mont Blanc. C'est resté dans les annales de l'alpinisme sous le nom de la catastrophe de la caravane Hamel. Le docteur Hamel était un médecin du Tsar
Et il est arrivé ici pour faire le Mont Blanc, et puis il y avait fait mauvais, il y avait beaucoup de neige poudreuse, et juste sous la partie sommitale du Mont Blanc, les guides ont dit c'est trop dangereux, on redescend. Et le docteur Hamel les a traités de lâches, ce qu'ils ont très mal pris, c'était des gens très fiers, et puis ils ont dit ok, ben on continue, on ne sait pas si on reviendra. Et il y a eu une avalanche énorme, et puis ça a bourré 3 guides, je crois, dans la crevasse. Donc ça a créé fatalement une émotion terrible dans la vallée, et la compagnie des guides a été créée pour, en particulier, se donner des règles face à de telles exigences, l'exigence de certains clients qui ignorent tout de l'alpinisme et puis qui y vont un peu comme ils vont à la guerre avec un drapeau et qui sont prêts à sacrifier des hommes pour ça. Les clubs alpins ont vraiment participé au développement de l'alpinisme. Donc le premier club alpin qui a été créé, c'est l'Alpine Club à Londres en 1857. Et pour faire partie de l'Alpine Club, il fallait avoir fait un certain nombre de sommets. Donc il y avait la volonté de récolter tous les documents, un maximum de documents, aujourd'hui qu'on appellerait les guides, hein, pour que tout le monde soit bien informé. That was formed, the Les Alpine Club was formed in 1907, and Lizzie Leblanc was the first president and Lucy afterwards, and it did encourage more women to climb. Eventually it was merged with the Alpine Club. There's women members of the Ladies Alpine Club when it merged than there are today. It was definitely something that they could centre around, and they tried to produce a journal of sorts and met together, and they very much formulated along the same lines as the Alpine Club. I think it was very successful, but it took quite a long time from the first starting of women's alpinism until they formed a club. Un peu sur ce modèle-là, les Suisses, les Allemands, les Autrichiens ont créé rapidement leur propre club alpin, les Italiens ont suivi. La France était un petit peu en retard. Le club alpin français, c'est 1874 et on l'explique avec quelques raisons. Premièrement, jusqu'en 1860, les Alpes, c'était en partie un autre pays que la France. Hein, nous étions Piémont-Sardaigne. On a été rattachés à la France seulement en 1860. Et puis il y a eu cette guerre de 1870 où les Français avaient autre chose à faire que de faire de l'alpinisme et de créer un club alpin. Et donc le club alpin a été créé en 1874 et donc tous ces clubs alpins effectivement ont participé à fédérer les alpinistes, à ce que l'on trouve beaucoup d'informations sur toutes les montagnes et à commencer à construire des refuges en haute montagne. Et les clubs alpins ont participé à construire ces refuges, à équiper la montagne, et ça a permis aux alpinistes de devenir de plus en plus nombreux. On demande à un alpiniste célèbre, après sa première ascension du Cervin, son opinion sur le panorama. Très beau, mais il y manque le Cervin.
Les alpinistes d'aujourd'hui sont les héritiers directs de ce qui s'est passé dans les années 1860. Ça, c'est clair. La meilleure preuve, c'est qu'on répète toujours les voies ouvertes à cette époque-là. Les grands itinéraires de l'Aiguille Verte, du Mont Blanc, la face nord de l'Aiguille Bionasset qui a été faite cette année-là, l'Obergabelhorn, tous ces sommets, le Cervin, on les répète aujourd'hui. Il y a des voies qui sont tombées dans l'oubli parce qu'elles ne sont pas toujours très intéressantes, parce qu'on les a oubliées, elles ne sont pas à la mode, etc. Mais ces grands itinéraires-là sont toujours à la mode. On les répète toujours, plusieurs fois, et on ne s'en lasse pas. L'alpinisme dans 150 ans, on en revient à 1865, l'accident du Cervin, avec son retentissement, a inauguré une période qui dure encore, c'est le mythe de l'alpomicide. Et c'est ce mythe-là qui risque d'avoir la peau de l'alpinisme dans les 150 ans qui viennent.